Bonjour Will, bienvenue. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui à l'émission. Tu es documentariste, tu es activiste également. Et les filles, on le voit souvent dans les médias, ils sortent au front pour défendre les plus démunis, pour défendre entre autres la cause à Montréal-Nord. Et une question que j'ai vraiment envie de te poser pour la première fois, est-ce qu'il y a une pression sur toi en tant qu'homme noir au Québec, activiste, qui vraiment là, porte un grand fardeau sur tes épaules au niveau de l'activisme à Montréal? Mais je le verrais différemment pour te dire franchement, parce que oui, un fardeau, c'est certain. Puis surtout que moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se lever le matin et qui va dire bon, je défends une cause ou quoi que ce soit, alors que ça devrait être le cas. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Mais si j'avais le choix, je préférerais faire mon métier de documentariste. Comme ça, je me concentrais pleinement juste à faire ça. Mais je pense que c'est une nécessité due à peut-être un manque. Et c'est important aussi de créer une relève à travers tout ça pour ne pas être la seule personne qui le fait, parce qu'il y a plusieurs autres personnes aussi qui le font. Et on fait beaucoup d'alliances dernièrement. Puis, mais c'est vraiment pas facile. Pour te dire, franchement, c'est un gros poids à porter. Puis ici, on est au Québec, puis pour la communauté noire particulièrement, ils sont en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Le mouvement Black Lives Matter. Exactement. Donc, ils sont beaucoup plus près avec certaines réalités des États-Unis parce qu'ils arrivent à se voir, à se reconnaître, ce qui n'est pas forcément le cas ici dans les médias. Et il faut combattre avec ça aussi, parce que des fois, quand on essaie de rallier les personnes, ben, les gens sont ailleurs, ne sont pas ici avec les enjeux qui sont importants. Donc, on essaie de les rallier dans les différents enjeux qui sont propres ici au Québec. Ici, à Wapan, là, comme tu peux le voir, on est trois jeunes femmes de différentes communautés. Est-ce que tu penses qu'être activiste devrait être relié au fait qu'on appartient à une communauté? Non, non, je pense que c'est propre à tout le monde. Tout le monde devrait être activiste à leur manière. Moi, si je ne suis pas une femme, mais je me considère féministe. On apprend quelque chose. Voilà, c'est une grande déclaration. Donc c'est ça, donc j'ai pas besoin d'être une femme pour comprendre justement que les femmes gagnent moins d'argent. Ils ont plus de difficultés dans des postes de pouvoir et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre combat qu'on peut mener. Donc je pense que c'est important. Tout le monde doit réaliser les différentes problématiques. Essayer d'y apporter des solutions. Parce que si on fait juste regarder les autres et on dit « Ah, ça me touche pas », on fait juste s'enfoncer en tant que société, puis c'est ce qu'il faut éviter de faire. Mais oui, mais pourquoi ce malaise quand on entend le mot racisme, quand on entend le mot discrimination systémique? C'est lourd ici au Québec, parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une minorité de francophones dans un océan d'anglophones. Donc il y a déjà ce combat-là qui a dû être fait. Puis aussi, il y a un passé colonialiste auquel les Français, les Québécois d'origine canadienne-française ont dû faire face. Et je ne parle pas des Autochtones encore, parce que ça, c'est un c'est vraiment là. Et souvent, il y a cette crainte-là d'être vu comme des racistes ici. On parle du Québec bashing beaucoup. Et dire qu'il y a du racisme au Québec ne fait pas en sorte que c'est des racistes. C'est comme, c'est un drôle d'argument, c'est comme si je disais, bon, on ne fait pas de campagne contre l'alcool au volant, parce que tout le monde, on va dire qu'on est des alcooliques. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il faut sensibiliser les gens pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette problématique-là, qui affecte un paquet de gens, par la bande des fois. On n'est pas obligé de vivre du racisme direct en se faisant traiter, hey, toi t'es un sale. Non, il y a d'autres choses, il y a d'autres manières que c'est fait, qu'on parle de l'appartement, qu'on parle, tu sais, se faire refuser droit au logement par la police, des emplois qu'on ne veut pas avoir, un diplôme qui est un diplôme universitaire, mais malgré tout, on a des difficultés de trouver des emplois. Donc, c'est vraiment large. Et justement, sur ce sujet-là, tu as écrit un article quand même assez important dans le Huffington Post qui a fait énormément réagir. Toi, quand tu t'assois puis tu te décides d'écrire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quel exercice que tu dois passer à travers? Parce que je suis journaliste aussi, je sais comment ça peut être lourd écrire un article. Tu fais des entrevues, tu le sais. Donc, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Comment ça bouillonne? Ça bouillonne, c'est le mot juste. C'est vraiment un bouillonnement. C'est un combat intérieur aussi, c'est vraiment pas évident. Et ce que j'essaie de faire le plus, c'est de prendre le plus de preuves, de faits, pour les mettre de l'avant, parce que souvent, il y a des gens qui vont parler de leurs émotions. Je pense à des chroniqueurs dans certains médias. Exactement. Tu vois qu'il n'y a pas de recherche ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je veux déconstruire, justement. Tu sais, je vais prendre des faits, je vais les mettre en place, puis je vais prouver certaines choses. Et j'essaie de prévoir les arguments que les gens vont utiliser pour casser les miens. Donc, j'y réponds avant qu'eux ils puissent m'attaquer par la suite. Donc, c'est pour ça que des fois, quand j'écris certains articles, comme celui dans le Huffington Post, il n'y a pas eu énormément de critiques par rapport à ça, parce que j'ai essayé de le blinder pour faire en sorte que, bon, on ne pourra pas m'attaquer sous cet angle-là. Juste en parlant, tantôt, on parlait justement du racisme et ainsi de suite, les gens qui pensent que si on parle du racisme, le Québec est ultra raciste. Je le dis d'entrée de jeu que le racisme, c'est pas propre au Québec, ça existe un peu partout. C'est un des plus grands problèmes à travers la planète. Tout à fait. C'est ce qui cause les guerres, le racisme et l'intolérance et la discrimination. Tout ça. En effet.
Oui. Mais moi, je suis curieuse aussi. En fait, c'est vrai que quand on parle de racisme, il faut aussi une éducation. Donc, si on pense à nos enfants, comment doit-on parler à nos enfants du racisme? Mais encore là, tout dépendamment de l'âge, parce que je pense que tout dépendamment de l'âge, on a une façon d'aborder le sujet. Oui. Ça, c'est une question qu'on ne devrait jamais se poser en tant qu'être humain. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais pourquoi? Surtout, je pense beaucoup aux communautés noires. Je pense que c'est quelque chose auquel on ne devrait pas aborder cette question-là, mais quand on parle de la police, le risque, comment tu dois agir en tant que noir avec un policier. Et un enfant, c'est dommage à dire parce que tu peux dire tous les moyens. Moi, je parle avec des jeunes, je travaille avec des jeunes dans le quartier de Montréal-Nord, mais dans d'autres quartiers aussi. Puis souvent, la question qui m'est posée, c'est comment qu'on doit interagir. Ils ont peur, d'une certaine manière. Ils ont peur, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est parce que autant que tu dis aux jeunes, bon, connais tes droits, OK? Tu connais tes droits, tu lui dis que, bon, ben là, il n'y a pas de raison pour laquelle tu m'interpelles. Est-ce que j'ai fait un crime? Non, j'ai rien fait du tout. Alors, laisse-moi aller. Mais j'ai vu des jeunes sur des vidéos qui ont dit exactement ces mots-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et malgré tout, on les arrête, on l'amène, puis on met au poste. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'argument qui est logique. Peu importe l'argument que tu vas pouvoir dire, c'est essaie de te comporter calmement, de faire de ton mieux, et prends ta caméra et filme. Si tu peux filmer la situation, c'est la meilleure chose à faire. Mais c'est le genre de discussion qu'on ne devrait pas avoir, malheureusement. Et c'est pour ça que je me bats justement pour que les plus jeunes générations n'ont pas à faire ce combat. Mais malheureusement, la réalité est que de nombreux parents ont cette discussion-là. Je vous donne un exemple. Sur Facebook, on est un groupe de jeunes couples, jeunes familles avec des enfants qui ont 4-6 ans. La mienne a 1 an, mais on n'est pas encore rendu là. Et on a un couple d'amis qui nous a dit, notre fils est venu, il a 4 ans, il nous a demandé comment que je parle à mon ami qui a dit que j'étais un brun, que j'étais un noir. Et là, maintenant, c'est venu que notre ami nous a demandé, mais quels sont les livres qu'on peut recommander à nos enfants avec un personnage noir? Mais il n'y avait jamais pensé avant. Il ne pensait pas avoir cette discussion-là à 4 ans. Tu dis quoi, toi, qui es papa? Mais je trouve ça intéressant parce que même moi, je pense à ma mère, à ses yeux, quand j'étais plus jeune, j'étais au primaire, et il y a un jeune qui me traitait de nègre. Il court après ça. Mais pourtant, tu es un enfant métissé, là. Je suis un enfant métissé, mais j'ai toujours compris à partir de ce jour-là que j'étais un noir. Ça, c'est drôle, hein, pareil. C'est intéressant, ça. Et là, j'arrive devant chez moi, puis le jeune est encore là en train de me dire ça. Puis je dis à ma mère, mais ça veut dire quoi? Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'avais environ 7-8 ans. Et je lui pose la question, et je vois juste dans ses yeux, je ne me rappelle pas c'est quoi sa réponse, mais je vois juste dans ses yeux comment elle est désemparée par la lourdeur de ce qu'elle doit répondre. Puis qu'est-ce qu'elle m'a dit par la suite, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'elle m'a dit, tu vois ce petit gars-là, oui, on va le battre. T'imagines? Le conseil de maman. J'ai envie de t'entendre parce que toi aussi, tu as des enfants qui sont métissés. Oui, c'est vrai. Puis, métissés d'une ethnie ou d'une autre, peu importe. Donc, toi, comment que tu éduques tes enfants par rapport à cela? Est-ce que tu leur as parlé? Parce que je pense que c'est important. Oui, c'est important. C'est assez incroyable, là, mais parce que mes enfants, ils se croient blanches. C'est ça qui est bizarre, mais pourtant, ils ont tous les traits asiatiques. Puis les traits asiatiques sont beaucoup plus dominants que les traits caucasiens, parce que le papa est québécois. Alors, c'est sûr que pour moi, qui a déjà vécu du racisme et de la discrimination lorsque j'étais jeune, j'ai vraiment fait attention que mes enfants ne se retrouvent pas dans un environnement où elles seraient les petites filles différentes. Alors, j'ai vraiment pris la peine de déménager à un endroit où est-ce qu'elles seraient comme à l'ONU internationale, comme nous 4 ici, où est-ce qu'elles ne seraient pas visées par la différence. C'est un peu ça. Mais aussi bizarre soit-il, c'est ça, elles se considèrent comme blanches. Pour le moment, elles sont jeunes. Qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est en tant que parent, c'est de trouver pour les enfants des personnages qui vont leur ressembler. Donc, c'est bien de vous voir ici, c'est ça, c'est identifié. Donc, dans les médias, c'est bien de vous voir ici présent parce que c'est le but de notre émission. Complètement. On se porte de se faire des petites poupées à l'effigie de c'est ça, un petit garçon. J'ai envie rapidement de t'entendre, puis j'aimerais avoir votre opinion aussi, les filles. Aux États-Unis, il y a une journaliste activiste que je suis énormément, elle s'appelle Stacey Patton. Elle a écrit un article, tu la connais, en 2014, elle a écrit un article qui est vraiment venu me chercher. Elle a dit, aux États-Unis, les garçons noirs, on ne leur permet pas d'être des enfants. Parce que tu as des Michael Brown, tu as des Tamir Rice qui sont tués à 12, 17 ans, 18 ans, parce que les gens qui ont peur, ceux qui les tuent, souvent la police, ils les voient comme des adultes déjà d'une trentaine d'années, alors que c'est eux souvent qui ont peur.
Est-ce que tu penses qu'on fait face à cette situation-là ici au Québec? Il n'y a peut-être pas de crimes de policiers qui tuent nos jeunes autant, mais cette situation-là, comment le jeune se sent désemparé? Bien, déjà, les jeunes ici, les adolescents, ils vont être beaucoup plus profilés qu'aux États-Unis. Il y a des études qui sont sorties par rapport à ça. Maintenant, pour revenir aux jeunes aux États-Unis, il y a des enquêtes qui sont faites au moins de la part de différents organismes qui permettent de démontrer que les jeunes dans les écoles primaires et secondaires, ils vont être suspendus plus souvent que tous les autres enfants, des enfants noirs déjà. Donc, tu vois effectivement que... puis Ta-Nehisi Coates, l'auteur aussi, il mentionnait ça, ainsi que Stacey Payton, il disait « the black body ». Ah ouais? The black body. Incroyable. Fait que c'est profond, il est en train de se détacher parce qu'il est en train de dire que les gens, comment qu'on le traite dans la société présentement, c'est un détachement, c'est un corps noir pour eux. C'est ça, je l'ai dit, c'est même pas la personne, c'est un corps noir. Oui, C'est oui. impressionnant. Ah ouais. Et ça commence à un très jeune âge. C'est ça. Et lui, il parle aussi des fois dans certains quartiers, il y a une violence qui est faite entre certaines personnes, entre les Noirs et les... dans ce même quartier-là. Donc, un jeune, il fait face à la police, il fait face aux oppressions qu'il va avoir à travers son quartier, premièrement, parce que souvent, il va avoir des malchances d'être dans ça. Le quartier a un impact énorme, Ouais. incroyable sur les jeunes, et ainsi de suite. Tout à fait. Après ça, il va avoir la police, après ça, il y a l'État. Donc, il y a tout ça qui sont ensemble, qui font en sorte que les jeunes doivent être des super adultes. Et tu vois certaines fois puis je ne veux pas généraliser, mais tu vois certaines fois dans leurs commentaires, on dirait qu'ils veulent rester jeunes, tu vois, dans certains commentaires qu'ils vont faire, parce qu'ils ont tellement dû à grandir rapidement, un peu trop malheureusement, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont jamais vraiment grandi en tant qu'enfant comme un enfant devrait le faire. Ouais. Certains éditorialistes ou journalistes ou chroniqueurs même, je dirais, des journaux, des médias, ne se sentent pas engagés par la cause du racisme. Puis, en écrivant cette lettre-là, je te dirais, tu sais, ça a comme passé un petit peu sous le silence dans les médias. Oui. Oui. Alors, comment faire en sorte pour que les gens se sentent interpellés par la cause du racisme? Les gens doivent prendre un constat, ils doivent faire un constat qu'il y a une problématique, premièrement. Ils doivent reconnaître qu'il y a un problème. Ils doivent reconnaître que c'est un enjeu québécois. Si je regarde certaines stations, certains médias, tu n'as pratiquement pas de minorité racisée ou de communauté racisée dans ces médias-là. C'est On peut les complètement compter de absent. nos mains, hein? Ouais, Au droit de la main. C'est ça. Ouais. Et tu as des postes de radio de Montréal, où est-ce que la population est 30% racisée, où est-ce que tu as 0 personne parmi tous les animateurs, les chroniqueurs. Et c'est les émissions les plus populaires qu'on a ici. Donc, qui va parler de ces enjeux-là? Ouais. Donc, il faut commencer à faire un travail aussi à ce niveau-là. Il faut que les gens se sentent concernés, peu importe leur couleur. Ils doivent réaliser que, regarde, présentement, là, il y a quelque chose qui se passe et je trouve qu'il y a des injustices et je vais faire un petit peu ma part pour essayer de les combattre. Ouais. Donc, ça déjà... Ce manque d'empathie. Oui, un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la part, je pense qu'on l'a fait aussi à WEPA. Tout Et à fait. avec notre ralliement, c'est WEPA, on est là! Je l'ai pas utilisé.